Un policier enquête sur un vol de farine blanche. Une marchandise précieuse à l'époque, car la farine est rationnée pendant la guerre. Ces recherches sont le prélude à l'une des plus grandes affaires d'espionnage que la Suisse ait connue. Italienische Flugblätter. Viva la rivoluzione proletaria. Es lebe die proletarische Revolution. Eigenartig. Tribunal fédéral de Lausanne. Je pars à la recherche de dossiers qui documentent la découverte fortuite du grenier. C'est la première fois que le tribunal fédéral laisse entrer une équipe de télévision dans ses archives. Je découvre des documents inconnus à ce jour sur cette affaire d'espionnage. Plus de 100 ans après, les tracts sont eux aussi soigneusement conservés à titre de preuve. Je tombe sur un passeport confisqué au nom d'un certain Hans Schreck. Comme mes recherches le démontreront bientôt, Schreck joue un rôle crucial. Je réalise qu'il est aussi question d'armes. Handgranaten. Vorsicht, nicht verbeulen. Die deutsche Aufschrift. Stimmt aber etwas gar nicht. Und da hat es noch viel mehr. Das ist jetzt aber wirklich eigenartig. Ja, Häuser. Was? Flugblätter? Mit Aufruf zur Revolution? Nein. Was noch? Waffen? Sprengstoff? Nein. Was, Granaten? Was für eine Aufschrift? Also, Vorsicht, nicht verbeulen. Nein, aber das ist auch unglaublich. Gut, danke. Otto Heusser est juge d'instruction fédéral. Il est chargé d'élucider cette mystérieuse découverte d'armes. Heusser est un homme qui se sent investi d'une mission. Il considère que ces armes, et a fortiori ces tracts séditieux, constituent une déclaration de guerre. Otto Heusser était manifestement un homme aux idées très strictes, très militaires. Aux idées très bourgeoises, voire d'extrême droite. C'est-à-dire que dans les dernières années de sa vie, il était très proche de l'extrême droite. Nous sommes en 1918, à l'époque de la Première Guerre mondiale. Voilà 4 ans que cette guerre sanglante fait rage. C'est une guerre d'une violence inouïe, des millions de morts. En quelque sorte, on peut dire que cette guerre ouvre l'ère des extrêmes. C'est la première guerre avec une violence de masse incroyable, avec des armes de destruction massive, une technique moderne, ainsi que des communications de masse et de la propagande. Les empires allemands et austro-hongrois, appelés puissances centrales, se battent contre la France, l'Angleterre et l'empire tsariste de Russie. Cette alliance s'appelle l'Entente. Par la suite, l'Italie se joindra à l'Entente. C'était une guerre très violente et meurtrière. Pendant 4 ans, on estime qu'il y a eu une moyenne de 6 000 morts par jour parmi tous les belligérants.
On a également inventé de nouveaux systèmes d'armement, notamment les chars ou les obus à gaz. C'est durant la Première Guerre mondiale qu'on a pour la première fois utilisé des gaz de combat. C'est une guerre qui a presque été menée à l'échelle industrielle et qui a entraîné des bains de sang inimaginables. Ce massacre effroyable a constitué un choc absolu pour les gens de l'époque. Dans cette guerre d'usure, le renseignement devient également une arme nouvelle. C'est la première fois qu'autant d'investissements est réalisé dans le renseignement. Parce que l'information, évidemment, est essentielle dans une guerre. Et cette guerre-là est l'occasion, c'est la première fois dans l'histoire que l'information prend autant de place dans le déroulé du conflit. La Suisse était un pays très important pour le renseignement. On pourrait même dire une plaque tournante ou une plateforme. En premier lieu parce qu'elle était neutre. Pour les belligérants, c'était un point primordial. Ils n'étaient pas contraints de pratiquer l'espionnage en territoire ennemi, ce qui était très risqué. Et donc, ça leur permettait d'espionner l'ennemi en terrain neutre. La Suisse devient le paradis des espions. Aux archives fédérales à Berne, je trouve d'innombrables dossiers de renseignement. Alors que dans les pays en guerre, les espions démasqués sont exécutés sur le champ, en Suisse, les peines sont légères et on les expulse. C'est ainsi que je découvre le registre des étrangers expulsés pour espionnage militaire en Suisse. La Suisse a renvoyé des centaines d'espions dans leur pays d'origine. À l'époque, l'espionnage était un énorme business. Des estimations britanniques parlent de 150 000 espions qui ont des centaines de milliers d'informateurs, qui eux-mêmes ont des informateurs et des informateurs d'informateurs. On sait que différentes organisations, notamment l'Église catholique ou celle des blessés de guerre aussi, ont toujours constitué des sources de renseignement. Les blessés de guerre sont des milliers à venir en Suisse dans le cadre d'une action humanitaire. Ils s'intègrent alors dans un vaste réseau de renseignement. C'est dû à une ordonnance de la Haye sur les droits territoriaux, selon laquelle la Suisse s'est déclarée prête à accueillir les blessés de guerre de toutes les parties belligérantes. Évidemment, il y a eu un effet important sur les réseaux de renseignement, car beaucoup ont pris contact avec ces blessés de guerre. Alors, on a quelques 70 000 blessés et internés en Suisse durant 1915 jusqu'à 1918. Évidemment, c'est des gens qui sont des sources pour l'enseignement. Ils n'étaient probablement pas au courant de la stratégie globale, ni même de ses étapes, mais ils étaient en mesure de révéler des informations sur les tactiques d'attaque, sur les forteresses et sur les tranchées ennemies. Ils pouvaient parler de l'ambiance qui régnait sur place. On s'intéressait à ce genre de renseignements comme à des petites pièces d'un puzzle qui permettaient de se faire une idée du camp adverse. Et ça, à une période où on n'avait que très peu accès à des informations consistantes. Davos 1917, la nouvelle série d'espionnage de la SRF. Ganz formidable. Erhöhen Sie Dosis um 3 Gramm. Dans cette fiction, on soigne aussi des blessés de guerre qui servent de source aux services secrets. Guten Morgen. Sie mir jetzt nicht noch nach einem Platz bei den feinen Leuten an der Sonne verlangen. Tut es weh? Spüren Sie das? Dann sind Sie bald soweit. Wo ist Herr Kohlmann? Sans les blessés de guerre, les hôtels seraient vides.
Alors l'affaire est tout à fait intéressante parce que l'hôtellerie suisse, qui est un des fleurons de l'économie suisse avant la guerre, c'est complètement délité avec la guerre, on n'a plus de tourisme et la plupart des hôtels sont vides. Donc on va loger ces internés militaires dans les hôtels, on va les soigner, on va les nourrir, on va aussi un peu les faire travailler et puis les former à convenance, mais surtout on va faire payer les états belligérants l'internement de ces blessés, ce qui va permettre à une partie de l'hôtellerie suisse de survivre au conflit. Maman! 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 Dans la série, les internés de guerre aident à dégager les victimes d'avalanches. Il en a bien été ainsi. En avril 1917, une avalanche ensevelit un train régional et des internés de guerre aident au sauvetage. Les internés de guerre sont une source importante de renseignements. Les conditions de communication de la Première Guerre mondiale étaient très différentes. La radio n'en était qu'à ses débuts, et en ce qui concerne la surveillance aérienne, oui, il y avait des avions, mais pas encore beaucoup. Alors les connaissances des soldats qui étaient sur les lieux étaient une source d'informations précieuse. Revenons à Zurich. Revenons à la découverte fortuite dans le grenier et au début de la grande affaire d'espionnage avec les grenades à main portant une inscription en allemand « Attention, ne pas endommager ». Vorsicht, nicht verbeulen, der deutsche Aufschrift. Attention, ne pas endommager. Je trouve la photo des grenades à main dans les archives fédérales. Le juge d'instruction, Heusser, a minutieusement documenté la découverte des armes. Ses recherches démontrent que ce sont évidemment des anarchistes italiens qui ont loué le grenier. Je trouve aussi une photo avec des armes confisquées, des dispositifs de mise à feu à retardement, des revolvers, des substances toxiques. Le juge d'instruction Heusser découvre encore d'autres caches d'armes à Zurich, de nouveau chez des anarchistes. Au tribunal fédéral de Lausanne, l'ensemble des dossiers d'enquête est toujours archivé à ce jour. Heusser ne recule devant aucun effort. Il fait même effectuer des essais de détonation avec les bombes. Sa conclusion, des armes dangereuses se trouvent entre les mains d'anarchistes dangereux. À l'époque, les anarchistes sont considérés comme la grande menace. En fait, l'anarchisme prône le refus de la domination de l'homme sur l'homme par principe. Si j'adhère à ce principe, je peux me revendiquer anarchiste. L'anarchisme signifie absence de domination, ce qui recouvre un large éventail d'aspirations politiques. Il faut bien sûr imaginer qu'à l'époque, l'organisation de l'État était encore bien plus patriarcale qu'aujourd'hui. On croyait en l'autorité. De nombreuses personnes qui n'adhéraient pas à ce système ont été qualifiées d'anarchistes et étaient perçues comme une menace. La réaction du juge d'instruction Heusser est très offensive. Grüezi, können Sie mich mit dem Bundesanwalt Stempfli verbinden, bitte schön? Danke. Herr Bundesanwalt, grüezi, Heusser. Ja.
Hören Sie, ich habe da etwas ganz Interessantes für Sie. Ja? Ich habe hier, wir haben da einen festgenommen. Der Oreste de Luca, wie er heisst. Ja, der hat uns da etwas gestanden. Ja. Wir haben in seiner Tasche da, in der Jacke, haben wir eine Adresse gefunden. Wir haben Hausdurchsuchungen vorgenommen. Wir haben aufrührerische Flugblätter gefunden, Sprengstoff, Munition, Handgranaten und so weiter. Das ganze Programm, oder? Wo die Anarchisten immer... Ja, genau. Jetzt wollte ich mit Ihrer Einwilligung da vorgehen gegen die Leute. Geht das? Gut. Dans les dossiers du tribunal fédéral, je constate que Heusser arrête plus de 100 anarchistes. Il passe des mois en détention préventive et garde obstinément le silence. Heusser n'avance pas. Il ne parvient pas à savoir qui a fourni les armes aux anarchistes. Les conditions de détention sont dures, au point que 2 anarchistes se suicident. Des rapports indiquent que Heusser frappe les détenus. Les protestations affluent, et même la presse bourgeoise publie des articles critiques. Heusser doit se justifier. L'interview qui suit est une reconstitution avec des citations originales. Ja, ich habe verschiedene Angeschuldigte wegen ihrem frechen und ungebührlichen Verhalten müssen in Dunkelarrest versetzen. Ja. Und was die kritisierte Verpflegung angeht, ja, der Übelstand ist natürlich eine Folge von der Kriegsrationierung. Oder? Und den Lesestoff musste ich dann auch entziehen, weil die mit den Büchern untereinander haben korrespondiert. Il a mené l'enquête de manière très méticuleuse, mais dans une seule direction. Son but était d'éliminer les anarchistes, la mouvance anarchiste en Suisse, de façon radicale. Il voulait l'anéantir. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans son rapport d'enquête. Son objectif était d'éradiquer la mouvance anarchiste sur ordre de l'État. Il voulait les annihiler. Wir haben im Interesse des Staates einen harten Schlag gegen den Anarchismus führen, ihn treffen, in seinem Lebensnerv. De nombreux anarchistes vivent alors en exil en Suisse, parce que le droit d'asile y est tolérant. De plus, la Suisse libérale refuse d'extrader les réfugiés politiques. Les anarchistes qui se sentent en sécurité se réorganisent. La Suisse est en quelque sorte le berceau de l'anarchisme international, car la Fédération jurassienne, un courant anarchiste au sein du mouvement ouvrier international, y a été fondée dès le début des années 1870. Toutes sortes de réfugiés politiques ont séjourné en Suisse. Par exemple, les révolutionnaires de l'Empire tsariste ou les anarchistes italiens. En 1898, l'assassinat par un anarchiste de l'impératrice autrichienne Élisabeth, la populaire Sissi, a eu un retentissement international. Par la suite, son assassin, sans remords, a revendiqué la nécessité d'éliminer les dirigeants qui apportent le malheur au peuple et d'instaurer une organisation sociale très différente. Heusser fait analyser les tracts. Il veut retrouver les imprimeurs anarchistes. Mais ce qu'il trouve ne lui apporte qu'une grande déception. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Flugblätter auf Papier gedruckt worden sind, die nur aus Deutschland stammen. Aus Mangel an Harz haben die Deutschen nämlich das Papier mit einem anderen Bindemittel, nämlich mit Zellulose, müssen ersetzen. Darum haben unsere Experten klar können sagen, das Papier das stammt eindeutig aus Deutschland. Malgré la piste allemande, Heusser n'en démord pas. Il continue à se concentrer sur les anarchistes.
On sait aussi que Heusser a longtemps privilégié d'autres pistes. Il n'a pas voulu creuser la piste qui indiquait que c'était l'Allemagne qui tirait les ficelles. Puis un nouveau rebondissement. Dans les dossiers du tribunal fédéral, je découvre qu'en juin 1918, 6 mois après la découverte des armes dans le grenier de Zurich, le contre-espionnage français dénonce un certain Hans Schreck. Celui-ci serait impliqué dans l'affaire en tant qu'agent secret allemand. Dr Hans Schreck, alias Dr Angst, alias Dr Remé, alias Dr Feldmann. Cet espion habile possède un grand nombre de pseudonymes. Malgré tout, l'espion Hans Schreck est arrêté. Les documents saisis révèlent que Schreck est un maître de la falsification. Il possède une multitude de tampons, dont un top secret, ainsi que plusieurs sceaux. Ils lui permettent de transformer de nombreux documents inoffensifs en documents explosifs, tous archivés au tribunal fédéral. Hans Schreck, c'est un petit escroc, à la base, orphelin, relativement pauvre. Il sort des bas quartiers de Berlin. Et avant la guerre, il fonctionne, il est arrêté par la police à plusieurs reprises pour escroquerie, pour vol. Son talent naturel, c'est ça, c'est vraiment l'escroquerie. Alors évidemment, quand le conflit éclate, il va vite trouver un emploi auprès des services de renseignement qui vont exploiter ses talents, son don naturel au mensonge. Sa vie n'est faite que de mensonges. Donc c'est extrêmement difficile de faire la part des choses et de savoir quels sont les pans vrais et ce qui est faux. Ce que l'on sait du moins, c'est qu'il a eu plusieurs pseudonymes et qui va vite devenir le chef du contre-espionnage allemand basé en Suisse. L'Allemagne a commencé à mettre en place ce que le Conseil fédéral suisse appelle en 1919 un département terroriste de l'état-major allemand. Son objectif était de nuire directement à l'adversaire par l'espionnage et le sabotage. Alors, les Allemands ont été, notamment les Allemands, ont été assez perspicaces à bien des égards et à bien des reprises en montant différentes opérations sur le long terme. Il faut savoir que l'espionnage est aussi lié au sabotage, aux manœuvres de tromperie, à la propagande. C'est donc tout un champ d'action qui consiste à induire l'adversaire en erreur et à collecter des informations sur lui. On cherche, dans la mesure du possible, à le tromper et à l'induire en erreur. Quand on s'intéresse de plus près à l'espionnage et aux opérations clandestines en Suisse, on constate que le train de Lénine a constitué le début d'une stratégie, pratiquée surtout par les Allemands, qui consistait à déstabiliser l'adversaire de l'intérieur. Le communiste russe Lénine vit à Zurich en tant que réfugié. Il dirige l'aile bolchevique du Parti communiste et veut que la Russie cesse la guerre. Was Sie jetzt erfahren, ist absolut vertraulich. Ist das verstanden? Denn im Gegensatz zum Zaren wollen die Bolschewiki aus dem Krieg austreten. Für Deutschland. Für Deutschland würde die Ostfront in Russland wegfallen. Der Kaiser könnte sein gesamtes Militär auf den Franzosen und den Engländer im Westen konzentrieren. Und auf die Amerikaner. Für Deutschland wäre es der dringend benötigte Befreiungsschlag. Dank Paulus haben wir diesen Revolutionär nun gefunden. Er nennt sich Lenin. Wladimir Ilyich Lenin. Und lebt im Exil in Zürich. Du côté allemand, on s'est dit que c'était le moment idéal pour éliminer la Russie en tant qu'adversaire et que cette révolution paralyserait le pays, l'Empire russe, qui ne compterait plus parmi ses adversaires de guerre. Le but pour les Allemands étant de déstabiliser évidemment la Russie en y ramenant le premier des ennemis du tsar. Le train de Lénine.
l'Empire allemand permet au bolchevique Lénine et à ses partisans de traverser l'Allemagne pour se rendre en Russie, accompagnés d'officiers allemands, mais avec l'interdiction absolue de descendre du train en Allemagne. Le train de Lénine est un bon exemple, presque emblématique, de l'instrumentalisation de l'adversaire à ses propres fins politiques. Lénine prend le pouvoir en Russie, le tsar est renversé et assassiné. Lénine conclut une paix séparée avec l'Allemagne en mars 1918. Ainsi s'achève la guerre mondiale pour la Russie. Le train de Lénine a produit exactement ce que les Allemands en attendaient. Les révolutionnaires sont rentrés en Russie et la révolution russe d'octobre, la révolution bolchevique, a eu lieu. Ça a bouleversé tout le pays. Et finalement, il s'est produit exactement ce que l'Allemagne voulait, à savoir une paix séparée avec la Russie à Brest-Litovsk en 1918. Revenons à l'espion allemand Hans Schreck. Avant son arrestation, il vit à Leissigen, une bourgade idyllique au bord du lac de Thun, d'où il dirige son réseau d'agents. Je réalise que Schreck n'est pas seulement impliqué dans la découverte des armes à Zurich. Il va également organiser des tentatives de sabotage sur des usines d'armement en France, et il va organiser un certain nombre d'opérations contre un industriel suisse, notamment Jules Bloch, qui fabriquait de la munition pour le compte des Français. Jules Bloch est un fabricant de montres prospère. Mais pendant la guerre, les clients se font rares. Bloch se reconvertit dans la production de détonateurs. C'est assez facile de changer la production d'une pièce d'horlogerie en produisant finalement une fusée d'obus ou des pièces d'armement. C'est ce que Jules Bloch va faire. Il va créer dans ses usines des fusées d'obus. Vous savez, c'est la pièce qui est sur le sommet de l'obus et qui éclate. C'est l'amorce en fait de l'obus. Et il va livrer la France. Mais pour des millions et des millions de francs français de l'époque, en fait, des pièces d'armement qui vont servir notamment à Verdun pour faire les tirs de repérage de l'artillerie française. L'espion allemand Schreck tente de faire cesser les exportations de Jules Bloch. Et c'est une cible pour les services d'espionnage allemands qui veulent le liquider parce qu'évidemment, il fournit l'effort de guerre français. Plusieurs tentatives vont être menées à son encontre. On va essayer de faire sauter une de ces usines, ça ne marchera pas parce que le poteau rose est trouvé. Dans la série Davos 1917, on fabrique aussi des détonateurs. Ce que Hans Schreck ne parvient pas à faire, réussit dans la série. Un des aspects importants est qu'à partir de 1917, les organisations de renseignement interviennent elles-mêmes dans la guerre par des actions de sabotage. Ainsi, elles deviennent elles-mêmes des protagonistes de la guerre. Elles ne se contentent plus de collecter des informations, mais elles essayent d'influencer directement le déroulement de la guerre par des actions. On ne peut plus se fier à personne. On se retrouve comme dans un palais des glaces aux reflets multiples d'espionnage et de contre-espionnage, d'information et de désinformation, avec pour conséquence que la vie dans cet univers d'espions devient très dangereuse.
Les méthodes deviennent de plus en plus brutales. Les messagers ne peuvent plus se promener sans être armés. On voit de plus en plus de pistolets, de bombes, d'éther et de gaz qu'on utilise dans le cadre de l'espionnage. Puis l'affaire prend encore une fois un tour nouveau. Dans le dossier, je découvre que le juge d'instruction Heusser arrête un prétendu anarchiste du nom d'Erwin Briess. En réalité, il s'agit d'un agent anglais. Briess surveille des anarchistes indiens à Zurich pour le compte de la puissance coloniale anglaise. Les dossiers révèlent que l'agent Briess a compris le plan mis en place par Schreck. Ce plan, le voici. L'Allemagne cherche à se rapprocher des anarchistes indiens. Ceux-ci luttent pour l'indépendance de l'Inde contre l'Angleterre, l'adversaire de guerre de l'Allemagne. L'Allemagne instrumentalise les anarchistes indiens, un peu sur le modèle du train de Lénine. Tout est découvert parce que l'espion Briess surveille les anarchistes indiens. À l'époque dont nous parlons, de 1915 à 1918, Briess était un informateur de la police anglaise. Il avait pour mission d'espionner les Indiens en Suisse et de rapporter à Londres les informations qu'il avait sur eux et leurs mouvements. Erwin Briess était un personnage haut en couleur. Il a fait des études, il avait acquis la nationalité suisse et ensuite il a fait des études d'anthropologie, comme on dirait aujourd'hui. Il s'intéressait à l'Indologie ainsi qu'à l'Orient. Il avait de grandes connaissances sur l'Orient. En cherchant un emploi fixe, il a atterri, pas tout à fait par hasard, dans les services secrets britanniques. Et c'est ainsi que, sous sa couverture d'anarchiste, l'espion Briess est témoin de l'enrôlement par l'Allemagne d'anarchistes indiens. Et puis, deux de ces Indiens, Chattopadhyaya, dit Chatto, et Abdulhafiz, ont reçu l'ordre de l'état-major allemand d'organiser le complot de la bombe. C'est-à-dire de transmettre du matériel destiné à des bombes, des armes et l'argent nécessaire à des anarchistes italiens à Zurich. Et ces anarchistes indiens vont finalement faire le lien, le go-between avec les anarchistes italiens. Briess lui-même raconte qu'à Zurich, l'Indien Abdulhafiz lui a demandé de venir avec lui à la gare. Et là, à la consigne des bagages de la gare de Zurich, ils ont récupéré une caisse qui avait été expédiée auparavant par courrier diplomatique d'Allemagne à Berne et qui est ensuite arrivée de Berne à Zurich par les CFF. Ils l'ont apportée dans le bureau de Briess et quand Hafiz est parti, Briess a ouvert la caisse et il a vu qu'elle contenait des explosifs. Il a immédiatement contacté le consul général d'Angleterre à Zurich, qui lui a dit de continuer ainsi, de surveiller de près la situation et de signaler ce qui se passerait. Effectivement, après quelques jours, ces explosifs sont passés de Hafiz à Cavadini, un anarchiste italien de Zurich. Nachdem mir nach wochenlangen Verhör der englische Agent, der Briess, endlich einmal die Wahrheit erzählt hat, nämlich, dass Zeuge geworden ist, wie das deutsche Konsulat Anarchisten hat mit Bomben und Waffen beliefert, habe ich mich an die Information vom Wachmeister Steiner erinnert, über die Handgranaten mit der Aufschrift «Vorsicht, nicht verbeulen». Après les aveux de l'espion Briess, Heusser réalise le rôle crucial joué par Schreck qu'il venait d'arrêter. Mais l'agent Schreck s'y entend magistralement pour tenir Heusser en haleine. Schreck lui dit qu'il est au courant d'autres projets impliquant des bombes et d'autres anarchistes. Vorsicht, nicht verbeulen. Mais pour révéler tous les détails, il faut d'abord qu'il obtienne le feu vert de ses supérieurs allemands. Le juge d'instruction Heusser attend encore et toujours.
Sa capacité à faire la part des choses a donc été très réduite. De plus, il était pro-allemand. Par exemple, lorsqu'un agent provocateur allemand comme Hans Schreck lui faisait des aveux, il était tellement enthousiaste qu'il voulait le libérer de sa détention préventive, ce qui ne serait jamais arrivé pour un anarchiste. Il a fait preuve d'une partialité extrême. Heusser réalise tout de même qu'il s'agit d'une opération d'espionnage clandestine de l'Empire allemand. Mais comme entre-temps le réseau d'agents de Schreck s'est déplacé en Allemagne, Heusser ne peut plus interroger les complices. Das Ergebnis von meinen Untersuchungen ist folgendes. Der terroristische Dienst, eine rein militärische Organisation, angegliedert an den deutschen Generalstab, engagiert das gefährlichste Milieu überhaupt, die Anarchisten, für Sabotage und Attentate durchzuführen im feindlichen Gebiet. Hochgefährlich. Ausgerechnet Anarchisten mit Bomben und Waffen ausrüsten. Le train de Lénine, c'était en avril 1917 et les opérations clandestines avec les anarchistes italiens à Zurich en 1918. J'y vois quasiment un processus d'apprentissage. L'Allemagne a remarqué qu'à première vue, elle avait tout à gagner en provoquant une déstabilisation interne de l'ennemi par le biais de groupes en exil, des groupes en exil très radicaux. C'est exactement ainsi qu'elle a misé sur les anarchistes italiens, en partant du principe qu'ils seraient en mesure de déstabiliser l'État italien, provoquant ainsi la destitution du roi et donc aussi une sortie de guerre de l'Italie. À y regarder de plus près, il s'agissait d'une stratégie très similaire. Pendant ce temps, la guerre sanglante continue à faire rage. Si le plan allemand avait fonctionné, si le policier n'avait pas découvert par hasard le dépôt d'armes, la guerre aurait probablement pris une autre tournure. Concrètement, on a envisagé des attentats contre le Premier ministre, contre le ministre des Affaires étrangères, des attentats contre la gare de Milan, contre la Banca d'Italia à Rome. Parce que c'est là que se trouvent les réserves d'or. Et inévitablement, ça aurait nui à l'effort de guerre italien qui luttait contre les Austro-Hongrois. Dès lors, la guerre en aurait été prolongée puisque l'effort de guerre italien, contrecarré par les anarchistes, n'aurait certainement pas permis les dernières victoires italiennes contre les Autrichiens et l'armistice autrichien n'aurait pas été demandé aussi rapidement, en l'occurrence le 8 novembre. Retour aux archives. Retour au dossier Schreck. Schreck, en espion habile, parvient à différer constamment les interrogatoires. Puis, il est transféré de la prison dans une clinique. Il se plaint de souffrir d'une maladie nerveuse. Dans les documents, je découvre ce qui se passe ensuite. Schreck s'échappe de la cellule de la clinique et envoie un télégramme provoquant à Zurich. Ja, es ist richtig, dass ich seiner Frau einen unbeaufsichtigten Besuch in ihrer Zelle gestattet habe. Ja, es gilt ja eigentlich das Ehrenwort des deutschen Offiziers. Nie hätte ich gedacht, dass die Frau ein 19 Meter langes Seil in seine Zelle schmuggelt. Ça montre une fois de plus à quel point Heusser était aveugle sur les intentions allemandes. Il accordait une confiance absolue à ce qui venait d'Allemagne, à ce qui faisait référence à l'Allemagne. À mes yeux, Schreck est la preuve que Heusser a systématiquement ignoré cet aspect-là des choses. Ja, ich habe den Besuch nur gestattet, weil ich das Interesse des Staates im Auge behalten wollte. Ich bin auch davon ausgegangen, dass unsere Untersuchung über den Sprengstoff und die Handgranaten und so weiter das Spionageverbrechen von Dr. Schreck an Wichtigkeit weit übertrifft.
En 1918, au moment où se déroulent les enquêtes et les investigations, la Suisse se trouve aussi dans une situation très vulnérable. Elle est tributaire des développements européens. En y regardant de plus près, depuis 1917, il y a déjà régulièrement des grèves, des manifestations, des troubles dans la rue, des manifestations contre la faim, à cause de la pénurie de nourriture et des difficultés d'approvisionnement. Donc en Suisse, à cette époque, ça bouillonne sur le plan social. En cherchant à donner des explications, il faut se demander quand toutes ces histoires ont eu lieu. Ça s'est passé entre l'été 1918 et le début de l'été 1919, c'est-à-dire pendant une période d'agitation sociale en Suisse, avec une grève générale en novembre 1918. La grève générale. Le Conseil fédéral fait appel à l'armée contre des ouvriers en grève. La bourgeoisie vit dans la peur d'une révolution. C'est aussi le cas du juge d'instruction bourgeois Heusser. Heusser s'est senti chargé d'éliminer cette menace en Suisse. Donc la tension est palpable. Et évidemment, dans un contexte de procès contre des anarchistes, procès mené par un juge déclaré de la bourgeoisie, Heusser, eh bien, disons que ça ne tombe pas tout à fait d'à propos. C'est extrêmement délicat comme affaire à mener. Et puis, finalement, en novembre 1918, c'est la paix. L'Allemagne et l'Empire austro-hongrois ont capitulé. La guerre est terminée. Le rapport de force international s'est modifié de telle sorte que l'Allemagne a perdu son statut de puissance. En Suisse aussi, on n'a plus vraiment misé sur l'Allemagne. L'ambiance est devenue passablement anti-allemande, ce qui était très différent d'avant. Il y avait aussi, en partie, une certaine colère contre les Allemands. Dans ce contexte, le procès s'est déroulé dans un état d'esprit bien différent. C'est seulement en juin 1919 qu'a lieu le procès sur la découverte d'armes dans le grenier de Zurich. Malgré la fuite de l'espion Schreck et de ses complices. 20 anarchistes se trouvent sur le banc des accusés. Le procureur demande 5 ans et demi de prison pour le principal accusé. Le procès se termine par une grande surprise. Le tribunal pénal fédéral estime que Heusser ne peut pas prouver quels anarchistes ont réellement été impliqués dans les projets d'attentat. Si les commanditaires allemands avaient fait des aveux devant la cour, l'issue aurait été différente. Le tribunal a ensuite constaté que les faits présentés par Heusser ne suffisaient en aucun cas pour une condamnation. Comme je l'ai déjà dit, il a placé l'enquête contre les anarchistes au centre de son accusation et il ne s'est pas intéressé à la piste allemande. L'accusation s'est effondrée et le juge fédéral Soldati a vraiment su mettre en avant les principes de l'état de droit. À ce propos, je relève que la justice suisse a travaillé avec un formalisme juridique qui m'impressionne. Dans ce procès, on a estimé que, comme il n'y avait pas de preuves, qu'il s'agissait d'un dossier fantaisiste qui ne permettait simplement pas d'étayer les faits, il convenait d'acquitter la plupart des anarchistes. Un échec cuisant pour Heusser. Das hartnäckige Abstreiten und Lügen von diesen gefährlichen Anarchisten hat leider zu diesen Freisprüchen geführt. Ja. Aber der Dr. Schreck hat mir noch gestanden, übrigens, dass es noch weitere Waffenverstecke gegeben. Er hat gesagt, er sei an Diensteid gebunden. Leider. En fait, Heusser a perdu au tribunal, pour le dire de manière directe.
Mais dans l'opinion de la bourgeoisie de la ville de Zurich, il a gagné. Parce qu'il a démontré qu'il était prêt à agir avec fermeté et sévérité contre la gauche. Peu après le procès, il a rapidement été élu chef de la police de la ville de Zurich. Par la suite, il a eu des problèmes avec la Zurich rouge, avec la Zurich social-démocrate. En 1928, il n'a plus été reconduit à la tête de la police. Selon moi, pour 2 raisons. Son attitude politique et son incapacité professionnelle. De plus, on n'avait plus vraiment besoin de lui à un tel poste. Et l'Allemagne officielle ? Dans le Berner Tagblatt, l'ambassadeur allemand affirme qu'il n'y a jamais eu de collaboration avec des anarchistes. Grâce aux archives allemandes qui sont accessibles, on sait que l'affirmation des Allemands selon laquelle ils n'étaient au courant de rien est totalement fausse, sur la base de toute une correspondance de l'ambassadeur allemand de l'époque à Berne. Le démenti de telles opérations secrètes fait partie du jeu, aussi bien pendant la Première Guerre mondiale que maintenant. Ces démentis s'accompagnent toujours d'une importante campagne de désinformation. Ces campagnes, datant de la Première Guerre mondiale, sont absolument comparables à celles qu'on connaît actuellement. Ainsi, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est une violation manifeste du droit international. Ici aussi, il s'agit d'opérations militaires secrètes, à l'instar du sabotage des gazoducs Nord Stream. C'est une opération de renseignement, c'est une opération de sabotage. Par qui? Plusieurs pistes existent. L'histoire nous le dira peut-être un jour. Mais bien sûr, c'est des opérations qui sont tout à fait d'actualité. Il y a des soupçons. Certains pensent que ça sert les intérêts de la Russie, d'autres disent que ça sert plutôt les intérêts de l'Ukraine. On se perd vraiment dans un brouillard de suppositions portant sur les stratégies présumées des différents pays. Une chose est claire, l'objectif est de créer de l'incertitude. Les opérations secrètes font partie du répertoire standard des services de renseignement et des gouvernements. Il n'est donc guère surprenant que même dans la guerre qui sévit actuellement, des opérations secrètes aient lieu aussi bien en pays ennemis que dans les pays voisins. Je me demande ce qui s'est passé après le procès de l'espion anglais Erwin Bries. Lui qui avait alors révélé l'opération secrète allemande. En fait, Bries doit être considéré comme une figure tragique. C'est un personnage qui n'est pas atypique dans le monde de l'espionnage de la Première Guerre mondiale. Il a souvent eu des démêlés avec la police, notamment pour tapage nocturne, bagarres et trafic de matériel pornographique. On l'a aussi accusé de falsification de documents, entre autres. Un parcours vraiment peu glorieux. Et qu'est devenu l'espion Hans Schreck? Il continue sa carrière dans le renseignement, dans l'escroquerie. Il va être mêlé à différentes affaires politiques, notamment en lien avec la SDN, la Société des Nations, à Genève, notamment en lien aussi avec des affaires politiques en Grande-Bretagne. Hans Schreck était un agent né. Il aimait briller dans les cercles importants de la société, avoir ses entrées partout pour obtenir des informations. On retrouve encore une fois sa trace en 1932, mais cette fois c'est dans les archives du renseignement français, un rapport qui nous dit que l'homme a été liquidé, je cite, à Saint-Louis, donc à côté de Bâle, vraisemblablement liquidé, supprimé par des agents français qu'il avait dans le collimateur depuis un petit moment. Liquidé par les services secrets français? La carrière de l'espion et maître faussaire Hans Schreck se termine donc elle aussi de façon tragique, à l'âge de 52 ans.